T'as pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. How is your English? Oui, non. Il a dit oui, quoi? So bad, ok. Passer le bonjour à Daniel Riolo aussi. Jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After est en direct jusqu'à minuit et demi sur RMC, en direct jusqu'à minuit et demi sur After Foot TV évidemment. Comme tous les soirs, l'After est là, première radio de France. En direct ce soir du Dopo, le restaurant de l'After, ici à Boulogne-Billancourt, à côté du Parc des Princes, avec les supporters parisiens qui sont là. Salut à tous. Et Daniel Riolo est là, salut Daniel. Bonsoir les amis. Ovation également pour Emmanuel Petit, s'il vous plaît. Salut tout le monde. Et Jean-Louis Tour est resté au stade, le pauvre n'a plus de voix. Sale soirée pour le PSG. Jean-Louis revient de vacances, il trouve le moyen de tomber malade. Salut Jean-Louis. Mais ça va, tout va bien. Salut tout le monde. Ça va pas terrible justement. Le PSG donc perd face au Bayern 2-1. Monaco gagne 1-0 à Bodo Glimt ce soir en Norvège. On parlera tout à l'heure avec les drôles de dames des autres résultats du soir. Naples-Francfort 0-0. Arsenal gagne au Slavia 3-0. L'Atlético Madrid bat l'Union Saint-Gilloise 3-1. La Juve et le Sporting font égalité 1 partout. Liverpool bat le Real Madrid 1-0. Olympiakos PSV 1 partout. Et Tottenham bat Copenhague 4-0. Tous ces matchs tout à l'heure dans l'After évidemment. Le 32-16 est ouvert et le numéro WhatsApp de l'After est là pour vous, 0612 424 424. N'hésitez pas à nous écrire les 3 points pour lancer la soirée. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir? Le premier point, c'est que comme annoncé et comme promis, oui, on a un très grand Bayern qui semble être l'équipe candidate à la succession du Paris Saint-Germain. Le point 2, c'est 2-3 questions quand même que j'ai envie de poser autour de ce PSG. Gestion des joueurs, contre laquelle on n'a pas pu faire grand-chose étant donné qu'on a cramé le calendrier dans tous les sens. On pensait que ça allait se payer, mais certainement pas à ce point. Avec parenthèse et focus sur Hakimi, parce que très honnêtement, ça me fait mal au cœur, mais vraiment mal au cœur pour lui. Je pense à la CAN surtout, qui est si importante pour lui, pour son pays. Et je pense et j'ai peur que la blessure soit très grave. Et le point 3, Monaco est allé se faire dominer en Norvège, au pôle Nord, mais il ramène quand même la victoire. C'était pas brillant, mais bon, on va dire que dans le contexte, à Monaco, on va s'en contenter. Manu, tes 3 points. Je vais être dans l'originalité, c'est exactement point par point ce que vient de dire Daniel. Pour une fois qu'on est d'accord sur 3 points. On peut difficilement avoir vu autre chose que ce qu'on a vu dans le match de ce soir. Tout est clair, c'était un match d'une grande clarté. Sur le premier point, en fait, j'arrive pas à me décider si je parle de la défaite du Paris Saint-Germain, puisque c'est quand même un fait rarissime, une équipe plus en Champions League, ou la belle victoire à 11 contre 11 du Bayern de Munich qui m'a fait forte impression au Parc des Princes. La deuxième, c'est effectivement la blessure, les 2 blessures à la fois de Dembélé, surtout d'Hakimi. Donc, grosse pensée pour le Paris Saint-Germain, pour Hakimi en premier lieu, pour le Paris Saint-Germain et surtout pour le Maroc. Parce que je pense qu'on va attendre justement. Pas d'infos pour l'instant. Mais ça semble vraiment assez grave. Ça sent pas bon. Ouais. Vu la tête qu'il faisait, en général, les footballeurs savent. Ils ressentent leur corps. S'il se met à pleurer, c'est pas une fillette, Hakimi. Il a déjà enduré pas mal de trucs. S'il se met à pleurer, c'est que déjà il s'est projeté sur la saison avec le PSG, notamment avec la CAN qui arrive avec le Maroc. Absolument, je suis d'accord avec Manu. Et la 3e point, évidemment, Daguemonegou. J'étais formé à Monaco, les gars, donc je sais que vous n'aimez pas parler de l'AS Monaco. Parce Qui t'a dit qu'on n'aimait pas parler de l'AS Monaco? Ça rassemble que quelques milliers de supporters. Non, mais là, franchement, Daniel, j'en ai marre des provocations de Manu là-dessus. Non. Alors, je vais te balancer. Vous passez maître dans la provocation permanente et vous n'aimez pas qu'on vous provoque, en fait. Je te balance à la France entière, il n'a pas regardé le match de Monaco. Il a vibré pour match Monaco. parce que ça m'intéressait pas ce match. Ouais. Je vous le dis franchement. Mais en même temps, je suis content qu'ils aient gagné parce que on en a parlé tout à l'heure. C'est une équipe qui me déçoit tellement depuis quelques années. Eh bien, c'est pour ça, Manu. Ils soufflent le chaud et le froid en permanence. Ils sont imprévisibles, c'est illisible ce qu'ils veulent faire. Manu, moi, je ne comprends pas. Je te vise pas toi directement. Je ne comprends pas. On a pris depuis avant-hier quand on a dit oui, mais Monaco, ces derniers temps, de toute façon, c'est 80% du temps on s'emmerde, 20% on s'y intéresse et parfois peut-être même trop par rapport à ce qu'ils font. Et là, attends. Et là, les supporters. Et après, on passe à Paris, s'il te plaît. 2 secondes. Et là, tu vois. 2 secondes, il a ouvert la parenthèse, je referme la parenthèse. Ça te fait chier de parler de Monaco? Non, ça nous fait pas chier, justement. Moi, je pense qu'on en a même trop parlé. Les supporters de l'ASM se sont énervés comme c'est pas permis. Mais attends, mais excuse-moi.
Mais qu'est-ce que Monaco a fait ces derniers temps pour que ça mérite un grand intérêt? Je suis Toi-même qui a été formé là-bas, ça... tu dis que tu t'emmerdes face à Monaco. Ils vont venir. Il y a un supporter de l'ASM. Mais parce qu'ils m'ont énervé, les supporters de l'ASM. Il y a un supporter de Monaco qui va oser se mettre devant toi et dire: toi, Manu Petit, qui a été formé au club, qui adore ce club, toi, on va contester le fait que tu aies le droit de dire tu t'emmerdes ou pas devant Monaco. On referme la parenthèse. Donc, bref, bon, allez, on passe à autre chose. On en parlera tout à l'heure. Un supporter de l'ASM tout à l'heure qui était d'accord avec moi. Bon, le Paris, les gars. Il mérite pas grand intérêt pour l'instant. Ces dernières années, mais pendant longtemps, l'ASM nous a fait Oui, rire. très bien. Qui a dit le contraire? Et qui a dit le contraire? Les gars, le temps passe, il est déjà 23h10. Parlons du match. Donc ça, c'est fait. À Monaco tout à l'heure. Revenons au point en commun qu'on avait avec Manu et surtout à cette première période où on était à côté. J'ai été impressionné. Et sans se parler directement, je pense qu'on se regardait et on était vraiment impressionnés. Parce qu'on a vu le Bayern jouer, Polo nous en a parlé. On avait bien conscience que c'était l'autre club mais je m'y en attendais Europe pas qui comme jouait ça, bien. Daniel. Mais la question qui demeurait, c'était, après tout, qui ils ont joué? Qu'est-ce qu'on a véritablement? On voit bien que c'est hyper en place, que c'est costaud, ça, voilà, tout le monde le voyait. Mais bon, quand arrive un test, même si c'est en phase de poule, le PSG ne prend aucun match à la légère. Il y a évidemment juste les blessés, les absents pour dire que malgré tout, PSG n'est pas au top. Mais la prestation du Bayern en première période, à tout point de vue, elle est incroyable dans l'intensité, mais je vais même te dire, moi j'ai vu un très grand match. Parce que je mets le PSG également dans le très grand match. Parce que le PSG, malgré les absences, n'a ni voulu céder, ni voulu reculer. Ils ont profité du moins d'espace pour verticaliser le jeu. Ça a été intense. Oui. J'ai vu un très grand match de Coupe d'Europe avec une équipe. Mais malgré tout, tu as vu un très grand match de Coupe d'Europe en première période. Voulu se presser l'une et l'autre. Si le Bayern met 3 ou 4 buts en première période, rien à dire. Non, mais quand je dis grand match, ça ne veut pas dire ce que je veux dire par là, c'est que le PSG n'a à aucun moment baissé la tête. Oui, d'accord, mais tu dis qu'il y avait un grand PSG. Mais ils se sont fait marcher dessus quand même en première période. Grand dans le sens où ils ont joué, quoi. Ils ont tout donné. Ils n'ont pas. Ils ont été obligés de constater que le Bayern. Ils ont été obligés de constater que le Bayern, à un moment, a clairement montré sa supériorité. Mais c'est rare. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est super rare que dans un match de ce niveau, les deux équipes arrivent avec les mêmes intentions et veulent aller au bout de leurs intentions. Et c'est ce qui se donne dans ces cas-là, les phases communicants où le plus fort finit par taper l'autre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et le Bayern a tapé le PSG. Il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, moi, dans ce match-là, des deux équipes. C'est que c'était du 1 contre 1 dans les zones en permanence. C'était à celui qui allait céder le premier, dans l'intensité physique, dans le marquage. C'était à celui qui allait gagner son duel respectif dans sa zone en permanence. C'était presque, je te regarde dans les yeux et c'est toi qui vas tomber en premier, en fait. C'est ça. J'ai trouvé ça impressionnant. Jean-Louis, c'est ce que tu as vu du stade aussi? Ouais, moi j'ai été très impressionné par la première mi-temps. Je pense que ça aurait pu finir à 4-0 s'il n'y a pas l'expulsion. Ce que montre le Bayern, c'était énorme. Et surtout, le Bayern a mis au jour les limites du PSG. Les limites qui étaient plus ou moins cachées, les limites du moment. On avait vu contre Chelsea en finale de Coupe du Monde, dans le même dispositif. Intensité incroyable, très haut sur le terrain. Ça, c'était un peu à part. Je pense que Jean-Louis fait référence aux limites actuelles. C'est l'état de forme de certains joueurs. Des choix qui, moi, me posent toujours problème. C'est, moi, je veux bien, moi, j'y crois. Moi, j'ai jamais Dembélé. Non, moi, l'histoire de le collectif surpasse tout et tout. Non, à un moment, il y a des individualités dans un collectif qui sont plus fortes. Parle de quoi, alors? Il faut que Dembélé soit au top pour que le PSG soit au top. Il faut que Kvara joue à gauche et pas à droite. Je suis désolé, même si Luis Enrique dit la polyvalence, le machin, le tout ce que tu veux. Écoute, il y a une limite, c'est qu'il ne peut pas transformer tout le monde malgré son génie, et que Kvara, quand il est à droite, honnêtement, pour moi, il est à 0,75. Quand il est à gauche dans sa position, il est 1, il est lui, il est top. Quand il joue à droite, c'est comme si tu lui enlevais un quart de sa personne. Tu tombes contre un grand Bayern quand même. Donc après, non mais arrête. Tu reproches à Luis Enrique d'avoir titularisé Dembélé ce soir? Ça, c'est la question qu'on a le droit de se poser quant à son état de forme. Moi, j'ai ma théorie. Est-ce qu'il doit jouer? Ma théorie, c'est que Dembélé lui a dit: je suis prêt à jouer, je peux jouer, je veux jouer. Mais ça se discute. Aujourd'hui, ça lui donne tort. C'est une erreur. Mais c'est son 5e match. À mon avis, la gestion de Dembélé, c'est surtout s'il est blessé qu'il ne peut pas jouer encore quelques matchs, qui posera problème. Que ce soir, à la limite, il démarre, on se rend compte. Oui, moi, je trouve qu'elle est aléatoire, la gestion. Mais moi, j'ai vraiment envie de revenir là-dessus parce que tous les récents matchs. Écoute, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix, en fait? Dans un instant, on parlera de Barcola. Vous allez encore me faire le coup de la fixette avec Barcola? L'évaluation tout à l'heure. Barcola, j'y peux rien. Il a des limites, ce garçon. En plus, c'est pas avec Barcola que tu gagnes la Ligue des Champions. Tu la gagnes avec Kvara qui arrive au mois de janvier, avec Dembélé qui se révèle
en neuf et avec Doué qui devient un joueur hors du commun qu'on n'avait pas prévu au début de la saison. C'est pas avec Barcola que tu vas au bout. Donc Barcola, pourquoi il aurait ce statut de c'est toi qui vas jouer à gauche et Gvara tu vas aller à droite? Très honnêtement, je préfère encore Mayoulou, Lee, n'importe qui, mais Gvara tu me le mets à gauche. Daniel, je suis d'accord, mais bon, c'est Avec Gvara, pas Barcola qui fait les conneries sur le plan défensif et qui amène le deuxième but. C'est Marquinhos en l'occurrence. Je veux dire, il y a quand même une défaillance sur le plan défensif. Non, mais sur le plan offensif, le problème c'est qu'il n'est pas assez efficace. Toi, mais bon, ne sort pas une individualité du collectif alors qu'ils ont été submergés collectivement en fait. Alors, je le répète, moi ce que je veux, alors prends-le de façon positive, je veux qu'un joueur clé comme Gvara, qui a été clé dans la conquête du titre de champion d'Europe, joue à son vrai poste. Je veux que lui soit priorisé. Je veux qu'on mette priorité Gvara. En gros, c'est un peu comme si tu allais le voir. Hey, tu veux jouer où, toi? Parce que toi, tu es un crack dans l'équipe. Bah, moi, je veux jouer à gauche. Ok, mec, c'est toi qui joues à gauche. Toi, Barco, toi, tu la fermes, tu es en dessous, tu vas jouer où on te dit de jouer. Pourquoi c'est lui qui aura la priorité? Ça, j'arrive pas à le comprendre. Parce que Gvara, à droite, il est clairement moins bon. Bon, Jean-Louis, on va faire l'évaluation dans quelques instants. On attendra les réactions un peu plus tard, bien sûr, et les conférences de presse. Est-ce qu'au parc, vous avez des infos sur les blessés là, du soir, et notamment sur Hakimi pour l'instant, ou alors c'est pas encore remonté vers toi? Non. Pour l'instant, on n'a rien et on attend de vérifier parce qu'il y a énormément de trucs qui circulent. Donc, et dans ce qui circule, qu'est-ce qui circule, Jean-Louis? Ce qui circule principalement, c'est que c'est très grave. C'est la malléole? Oui, moi, c'est ce que. Non, mais. C'est ce que j'ai entendu aussi, mais encore une fois, je préfère vérifier. Oui, non, mais bien sûr, mais disons-le avec toutes les précautions, nous n'affirmons pas, nous employons le conditionnel, mais parce que de toute façon, il va leur faire des examens poussés, mais ce qui nous remonte pour l'instant, c'est que c'est très grave. Oui, c'est ça. Et j'adorerais me tromper. Et j'adorerais me tromper parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine, je le répète, pour lui et la CAN. Vraiment, je trouve que c'est terrible. Je redoutais ça pour lui. Non, mais c'est affreux. Voilà. Bon, plus d'infos, on l'espère bien sûr à venir. Ouais, alors, on est dessus. On le disait avant le match. Une défaite n'est pas une catastrophe au classement. Non, absolument pas. Ce soir, le PSG à 9 points, toujours 3e. D'autant que moi, la prestation que je vois du PSG ce soir, je suis convaincu que c'est supérieur à ce que je vois dans beaucoup d'équipes européennes. Là, on a vu ce soir probablement deux équipes qui appartiennent au gratin. Le Bayern, ils sont en haut, c'est les patates du haut. Arsenal est pas très loin, je pense qu'ils sont en progression. C'est les deux équipes pour l'instant qui sont à 4 victoires en 4 matchs. Et après, ils sont sur une très belle dynamique. Je fais un trio avec Bayern, Arsenal, le PSG. Les autres, après, on sait très bien l'année dernière. Liverpool, l'année dernière, à cette époque-là. Voilà, exactement. On n'aurait pas dit tout ça et tout. Donc là, on est au moment où on se parle. Là, il y a ces trois équipes-là. Donc le PSG, évidemment que c'est le médecin du PSG. D'ici le mois de février, le mois de mars, s'il récupère tout le monde, ce sera une autre équipe. Parce que les intentions sont toujours là. Parce que les joueurs sont forts. Parce qu'un Joao Neves qui rentre te change une équipe. Parce qu'un Gvara à gauche te change une équipe, parce qu'un Dembélé qui revient en forme, ça te changera l'équipe. Donc il n'y a absolument aucune panique. On parle de ce qui s'est passé ce soir. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi quand même. Pourquoi? Parce que vu l'état de santé depuis le début de saison de certains joueurs, ça me pose problématique. Et d'ici le mois de février, tu as le droit de te retaper quand même. On va terminer, Daniel. Oui. Et surtout, vas-y Manu, ensuite on fait une pause. Surtout considérant que la plupart de l'ossature titulaire n'a pas eu de préparation adéquate pour faire une longue saison comme ça, et on va les juger en deuxième partie de saison. Quand je vois déjà la casse qu'il peut y avoir, quand je vois à l'heure actuelle Hakimi, j'ai peur justement que il y en ait d'autres, que ce soit dans le contraire en fait. Dembélé, je viens pas, je suis blessé, je suis pas blessé, je joue pas. Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Et là, on parle des joueurs qui ont été extrêmement importants la saison dernière, quoi. Donc, dans un instant, on continue le débat, les gars. Il y aura l'évaluation, il y aura les réactions à venir. On est là jusqu'à minuit et demi. Les drôles de l'âme tout à l'heure pour les autres matchs du soir. Monaco est prévu aussi, Manu. Dagué. On pourra dire tout ce que tu as vu du match, c'est-à-dire pas grand-chose. Il pleuvait à un moment donné. J'ai vu.
Jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h21, Daniel Riolo est là, Manuel Petit est là, Jean-Louis Tour est toujours au stade, bien sûr, et ici au Dopo, le resto de l'after. On accueille Henri qui est avec nous, supporter du PSG, Henri. Jules Gilbert, Jules Gilbert, on a vu Hakimi partir en béquille. Ah oui, info Hakimi important, Jean-Louis, vas-y. Non, juste Valentin Jamin l'a vu partir en béquille et donc Oui, voilà, il a pas posé le pied par terre en partant et il y aura des examens demain. Là, il y a eu un check rapide du médecin, mais il y aura des examens plus poussés demain. Ils peuvent pas faire des examens Pourquoi maintenant. demain et pas ce soir? Ouais, C'est je bizarre comprends ça. pas. C'est le PSG comme. C'est le PSG, enfin ils Bah, ont c'est pas ce la qu'on nous a moyen dit, de. après, ça, je sais pas. Ils n'ont pas les clés de la clinique? Enfin, pourquoi Bah, peut-être attendre pas, demain? je Je comprends sais. pas. Non, mais il faut pas laisser un peu que ça dégonfle ce genre de truc. Non. Ah, parce que c'est Ah, enflé, c'est. Ah, si c'est non, mais je sais enflé, pas, oui, après, t'es je suis pas obligé. médecin, je l'ai pas Oui, vu, pour les Manu. radios, t'es obligé d'attendre un petit peu Voilà. il va mettre de la glace. C'est certainement, des ce choses que comme ça. j'imagine, quoi. Ouais, mais- j'imagine aussi. Alors. Henri, bonsoir. Bonsoir à tous. Auditeur de l'after Auditeur de l'After depuis 20 ans. depuis 20 ans. Très ému d'être ici. C'est beau. Rioliste de la première heure. Rioliste de la première heure. Tu poses des questions parfois un petit peu bizarres. Supporter du PSG, éditeur de l'After, il serait pas là sinon. Ah non, il peut y avoir des gens qui. T'as vu autre qui ont chose vu de la qu'un lumière. supporter du Je PSG voudrais un ce soir supporter de Il y en a l'OM qui écoute pas l'After qui s'est égaré ici ce soir. Bon. Il y en a apparemment, il y en a. Ah d'accord. Non, il n'y en a pas. C'est Bon, pas- on débattait là du match et tout. Et dans les 3 points de je sais plus. C'est les qui, là. mêmes. Ouais, c'est les mêmes. On Ouais. parlait des manques du PSG. Alors, il y a le championnat où ça a tourné. Là, ce soir, il a quand même fait au mieux de l'équipe qu'il pouvait, hein, parce que finalement, il y a à peu près tous les gars possibles qui étaient là. Peut-être l'affaire Dembélé, l'histoire Dembélé, il fallait peut-être pas le mettre. Mais enfin, est-ce que toi, tu sentais, tu prévoyais qu'il allait y avoir un couac à un moment, vu les semaines passées du PSG qui n'étaient pas flamboyantes? Non, quoique le championnat de France pour eux c'est la balade. Donc on attendait le match contre le Bayern. On a fait les 3 points entre copains. Pour nous, il y avait manque de justesse technique. Point numéro 1, c'est peut-être la faiblesse en défense à des moments clés. Et puis le Bayern, quand même monstrueux en première mi-temps avec un pressing de dingue, quoi. Donc, Bon, tu relativises le résultat, vu que ça n'a pas trop de conséquences au classement et qu'on est finalement qu'en novembre. Il faut peut-être aussi le voir comme ça, hein, ce soir, hein, et pas forcément vouloir tout jeter à la poubelle. moi, je suis juste un peu déçu de la deuxième mi-temps où ils ont mis un peu le feu sur la fin du match et j'aurais. Ah, t'aurais bien vu une égalisation à la fin. Ça aurait pu, hein. Exactement. Il y a eu les occasions pour. Tout fait pour. Hein. J'ai eu l'impression de voir une équipe qui a archi dominé, qui forcément a profité des supériorités numériques, qui s'est créé les occasions, qui a fait le siège de l'équipe adverse. À mon sens, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Après, bloc bas contre une équipe expérimentée, intelligente dans sa façon de défendre, avec des joueurs défensifs que j'ai trouvé monstrueux ce soir. Upamecano a fait un match dément, vraiment. Après, il faudra également qu'on parle de tout ce qu'est le Bayern quand il joue à 11, de Luis Diaz que moi je trouvais formidable Lisez. à Liverpool qui est parti, je ne sais pas pourquoi, mais qui est un joueur extraordinaire. Les De sorties de balle du Bayern. l'intelligence d'Harry Kane, Olysée est toujours disponible. Enfin bref, c'est une équipe qui est absolument complète. On savait qu'elle était forte, on savait que c'était un candidat pour cette année. J'ai dit hier soir que je pense qu'ils sont habités par l'idée que l'année dernière, c'est allé de travers pour eux, mais qu'ils avaient déjà les moyens d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait. Et qu'en plus, au Mondial des clubs, ils ont montré que c'était avec Chelsea l'équipe qui a le plus rivalisé avec le PSG. Donc ils ont en eux l'idée qu'ils peuvent être champions d'Europe. Et je pense qu'ils ont l'équipe, les joueurs, l'environnement, le contexte en leur faveur. À eux d'aller au bout maintenant. Probablement que Liverpool pensait la même chose l'année dernière à la même époque. Donc il faut toujours être prudent. Mais ce que j'ai vu de cette première mi-temps, pour moi, c'est un Bayern top niveau. C'est Pierre, c'est ça? Henri. Bon, c'est presque pareil. Hein. Pierre-Henri. Oh, t'as t'appelais raison. Pierre-Henri? Ouais. PH. N'importe quoi. Ça t'inquiète pas, les Et blessures? donc tu voulais dire quoi? Ah non, c'est l'enfer là. Hakimi, à la limite, c'est la seule peut-être bonne nouvelle s'il revient après la période de la CAN, qui ira peut-être pas à la CAN. Mais sinon. Ah ouais, tu veux pas dire que c'est une bonne nouvelle qu'il aille pas à la CAN? Non, mais oui, c'est c'est pas pas possible. en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il sera peut-être remis. Tu veux dire s'il revient en forme en février par là? Exactement. Mais Ouais. sinon, ça tourne super mal. Et je sais pas, moi, pété, là. une saison comme ça, si tu as vraiment une blessure très très grave, tu reviens, mais est-ce que tu reviens vraiment bien? Il faut pas qu'il y en ait beaucoup qui Hakimi, soient dans c'était un cet état, cyborg. quand même. Le gars, il avait enchaîné depuis les Jeux Olympiques 2024. Lui et sans Mendes, s'arrêter. Mais malheureusement, dans le jeu alors- du PSG, ils sont indispensables. Et c'est pas une blessure musculaire. hein. Alors, ce que j'allais dire, Voilà. c'est Et il y a pas qui à droite pour nécessaire, remplacer? mais il y a pas.
Il y a pas. Et il y a le mercato qui va arriver. Au fil du temps, Oui, ça j'ai eu pourrait l'impression changer le qu'on mercato. s'est tous rendu compte que parce qu'on cherchait, parce que même quand il y avait des blessés, ils gagnaient. Donc je disais, mais à quel endroit du terrain ça peut vraiment poser gros problèmes s'il y a des blessures? À droite et à gauche. Les ailes du PSG. C'est là, on a l'impression que parle des latéraux. C'est comme les ailes d'un avion, qui portent cette équipe. Et surtout que leur remplaçant. Il y a plus une solution de rechange, même si elle n'est pas du niveau de Mendes à gauche. Hernandez. Lucas Hernandez. C'est pas avec Nuno Mendes. Mais je sais. Il y a un gap entre les mais deux. au moins, tu as quelqu'un qui peut assurer l'intérim. T'as 3 classes d'écart. Non, mais je sais bien, mais. Vraiment. À droite, il n'y a rien. Peut-être qu'il y avoir recrutement. Peut-être qu'il y avoir recrutement. Oui, mais même s'il y a recrutement, tu n'auras pas ce niveau-là. Les joueurs Ashkelia, tu ne vas pas en trouver à chaque mercato hivernal. C'est pas possible. Tu ne trouveras pas au Nuno Mendes avec le temps. Là, c'était devenu un mec, c'est le meilleur arrière-gauche en Europe. Et Hakimi, meilleur arrière-droit en On Europe. reprend la comparaison avec Chelsea. Donc ça veut dire que la méthode pressing d'entrée, étouffement du PSG. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? La densité physique est super importante et la rigueur tactique également. Mais après, il faut proposer quelque chose quand tu as le ballon. C'est ce qu'a fait le Bayern. Après, il faut que techniquement, vu les espaces réduits, puisque les deux équipes se pressaient, il faut que derrière ce soit millimétré. C'est du papier. Tu as vu à chaque fois les sorties de balle à 2000 à l'heure, à une touche de balle, toujours dans le sens du jeu et toujours dans le bon timing. L'action du premier but, quand il récupère le ballon sur la mauvaise relance, il y a une déviation de Gnabry qui est magnifique. Derrière, c'est mal conclu, mais récupéré par Luis Diaz. Pardon, le PSG, vu sa qualité technique, devrait être capable de sortir le ballon proprement quand ils sont pressés. C'est ce qu'ils font la plupart du temps. Ils ont même pressé le gardien. Ils sont pressés par une équipe qui est. Ils pressaient même le gardien. C'est pressing contre pressing, c'est une bagarre. T'as vu le feu qu'ils avaient dans les jambes, le Bayern, l'intensité qu'ils ont mis. Ils ont le droit d'être forts. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui, ça m'inquiète ce qui se passe au Paris Saint-Germain parce que en dehors des blessures, en dehors de tout ce qui peut se passer, la préparation physique début de saison, il n'y en a pas eu. Quand je vois le Bayern qui a fait leur préparation, même s'ils ont été éliminés plus tôt en quart de finale de mémoire à la Coupe du Monde des clubs. Donc, ils ont bénéficié quasiment de 10  pas 2 semaines supplémentaires. Il n'y a pas de différence non plus incroyable. Ça compte. 2 semaines de travail au niveau foncier, ça compte énormément. Et Jean-Louis ils n'avaient pas ils n'avaient pas la Super Coupe d'Europe. Exactement. Voilà, qui a eu le PSG une semaine après. Et le championnat allemand a commencé plus tard, il me semble, que le championnat français. Peut-être. Traditionnellement, c'est ce qu'ils font à chaque fois, non? Je ne suis pas sûr, mais le fait d'aller plus loin, 10 jours, plus la Super Coupe qui était devenue un objectif pour le club, parce que ça fait partie de leur vitrine d'ajouter un titre, et c'était normal. Ça a flingué toute la prépa, c'est vrai. Je les ai trouvés exceptionnels sur le plan physique, dans la tonicité, dans les intentions, dans la coordination du pressing, tous. Il n'y avait personne qui était en retard d'une demi-seconde. Et j'en reviens au match de Chelsea. Alors vous me direz, oui, c'est une autre compétition, c'est en fin de saison, la fatigue, machin, la chaleur. Sauf que Chelsea présente moins de technique que le Bayern. Le plan de jeu, c'était exactement ce que le Bayern a voulu faire ce soir. C'est-à-dire un pressing extrêmement intense, très très haut. Lui faire du 1 contre 1 dans toutes les zones et les empêcher de sortir et de leur imposer un défi. Comment tu vas battre le PSG sans faire ça? Mais le PSG, il y a plein de joueurs capables de t'éliminer individuellement dans sa zone. Ok, mais quand tu prends un risque considérable quand tu fais ça très haut sur le terrain. Quelles sont les rencontres où le PSG, dans sa conquête du titre, le PSG a souffert, même par séquence? C'est Liverpool là-bas, surtout la deuxième mi-temps. Ça s'est passé comment? Arsenal la première mi-temps en retour. Exactement. Et Aston Villa la deuxième mi-temps à Villa Park. Exactement. Voilà. Donc c'est le combat. De toute façon, le football aujourd'hui, surtout quand tu es face à des équipes qui sont complètes, à savoir qui sont capables de courir, de répéter les efforts, de sprinter, d'être dans la transition rapide et qui sont propres techniquement, à part aller les déglinguer, aller à la baston et répondre quand tu récupères le ballon par une utilisation extrêmement rapide de joueurs techniques. Kane c'est technique, Gnabry c'est technique, Olise c'est technique, Luis Diaz c'est technique, Kimmich c'est technique. Plus tu additionnes la technique et l'intensité physique, plus tu as une grosse équipe. Luis Enrique nous dit... La recette, elle est simple. Il dit à 11 contre 11, le Bayern était une meilleure équipe ce soir. On leur a fait des jolis cadeaux. Il vient de dire ça. En fait, il fait confiance. Les cadeaux, ils sont provoqués pour moi. Pour moi, ils sont provoqués. Pour moi, ils sont provoqués. Et d'ailleurs, on se faisait la réflexion pendant le match. Effectivement, ils font des cadeaux, mais le PSG n'a jamais un tel pressing en face. Et on a eu l'impression qu'ils avaient besoin de se rappeler ce que c'était les grosses équipes qui mettaient beaucoup de pressing, parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça depuis quelques semaines, voire quelques mois, les joueurs du PSG. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il y a plein de joueurs qui sont soit pas en rythme, soit en retour de blessure. Et alors qu'en face, le Bayern, les 11 joueurs, ils étaient au taquet. Bien sûr. Ouais, enfin, je suis pas complètement d'accord. Je suis d'accord. Voilà, jusqu'à une certaine limite à ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quand même que le PSG avait énormément de déchets techniques. Alors tu peux l'expliquer. Mais parce qu'ils ont un pressing de dingue. Oui, mais tu parles quand même des joueurs du Paris Saint-Germain. Précision de Luis Enrique sur Dembélé, il nous dit il est sorti, mais ça n'a rien à voir avec son ancienne blessure.
Oh là là. Alors c'est quoi alors? On ne sait pas plus. On pense à Ça veut dire que c'est une nouvelle blessure. Je vous relaye ce qu'il vient de dire. Hein. Là, c'est presque un peu encore plus inquiétant ce que tu nous dis là. L'édifice est en train de Ça va s'effondrer être une encore. compensation. J'espère que. Manu, qu'on ça peut aura pas être des une infos. compensation. Bah oui, mais c'est où? C'est aux ischios encore? Avant, c'était aux ischios. Après, moi, je pense que le PSG était prêt. Enfin, Il est peut-être aussi sorti par précaution. je vais On va dire voir. ça, vous en faites ce que vous voulez, mais quand tu fais la saison, la façon dont ça s'est passé, qu'il y ait une espèce de sacrifice à. Bon, bah, de toute façon, si, comme tu dis, l'édifice, c'est toi qui as dit, si l'édifice s'écroule. Tu trouves ça normal? La conquête a tellement été dingue que si cette année, bah, ouais, il y a écrit nulle part que tu dois être double champion d'Europe, hein, après Non, tout. Hein. mais Et on n'en est pas là. Je suis en train de voir un scénario Mais non, noir, mais- mais on n'en est pas du tout là. Bon, voilà, il se trouve que la saison. C'est des balanciers. L'automne dernier, ça allait pas non plus, et c'était bien au printemps. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être. pas paniquer, il faut rester Voilà. calme. Mais de toute façon, dans la saison dernière, il y avait un truc, il y a une espèce de verre dans le fruit qui est ce mondial des clubs. Et la question a toujours été à quel niveau tu vas finir par le Tu peux payer. pas te défier en Regarde, on permanence. écoute, Tu ne Marquinhos. peux pas te défier, Non, voilà, c'est pas exactement. Voilà, c'est ça. Écoutez t'as raison, Marquinhos, capitaine du PSG. C'est toujours dur de perdre à la maison, déception. Nous, on est à la maison, il faut s'imposer, il faut jouer mieux. Je pense qu'on a trouvé une équipe qui a été très bien en place, physiquement surtout. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont été mieux que nous dans l'impact physique, dans la récupération haute, dans ce qu'ils sont venus faire ici. Nous, on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Je pense que c'est normal. Il y avait beaucoup de joueurs aussi qui ne sont pas dans leur forme à 100%. C'est vrai que c'est très difficile aussi. Moi un de ces joueurs. Mais je pense qu'il y a des choses à garder de ce match. L'équipe a toujours l'ambition, a toujours le vouloir battre nos adversaires. À la maison, il faut faire mieux. Et je pense que Bayern, ils étaient supérieurs que nous. Après, le rouge, c'était un autre contexte. Deuxième mi-temps, on a été supérieur, mais c'est parce qu'il y avait le rouge. Peut-être que c'était un autre contexte s'il y avait 11 contre 11. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une déception parce qu'on voulait gagner. À la maison, il faut pas perdre des points. Voilà, Marquinhos sur Canal+. C'est intéressant ce que dit Marquinhos parce que dans sa décla et dans son analyse qui est bonne, il y a quand même, et ça, c'est pas arrivé souvent pour le souligner, il y a chez lui la conscience que de toute façon, ils étaient inférieurs. Ouais. Non, qu'ils étaient inférieurs au Bayern. Ils sont pas prêts. Parce qu'il se dit même, OK, à 11 contre 10, on a dominé et on a été meilleur, mais il ajoute, c'est parce qu'on était en supériorité numérique. Donc, il a la conscience, il avoue, c'est un aveu, et c'est tout à son honneur, le Bayern est meilleur que nous en ce moment. Il avoue aussi que physiquement, le Bayern les a semblé des monstres sur le terrain, quoi, 11 contre 11. Henri, un truc à rajouter? Moi je suis d'accord avec Marquis, je trouve qu'à un moment ils ont été très fébriles défensivement, ça manquait de hargne et sur les replis j'ai halluciné, ils étaient aux fraises alors que les mecs n'étaient pas plus nombreux devant quoi. Donc, voilà. Bon, tu sais que l'after fête ses 20 ans? Absolument. Est-ce que l'after a changé ta vie? L'after n'a pas changé ma vie mais elle m'a accompagné dans ma vie. C'est beau. Attends de voir le before. Est-ce que tu as vu, Gilbert, la façon dont il pose les questions, c'est pour qu'il sorte une belle phrase. Cette question m'a été soufflée. J'ai appris à apprécier chacun d'entre vous année après année. C'est un assistant poète. Moi, je vais créer le before maintenant. J'écouterai. Là, tu as ce qu'on appelle un homme qui surprend. Voilà. Mais tu sais quoi, Manu, plus le temps passe, plus c'est Jean-Claude Van Damme. Il va finir en Jean-Claude Van Damme. J'essaye de Il va nous dire que 1 plus 1 égale 11. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas? T'es mathématicien, toi? Non, bah alors. Ouais. Il en a déjà sorti des comme ça, C'est vrai. À la Van Damme. C'est ce qui fait mon charme. Bon, Henri, merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci à vous. Et est-ce que j'ai le droit de faire une petite dédicace à mes potes de Toucha Boys qui sont en bas? Toucha Boys, c'est quoi ça? Toucha Boys? Toucha Boys, c'est une ville qui s'appelle Chatou, donc on s'appelle les Toucha Boys. Ah, mais Toucha Boys, Chatou, d'accord. Vous venez de Chatou? Je pensais qu'il y avait un jeu de mots chelou dans le truc. Et il y a toujours, est-ce qu'il y a toujours la foire au jambon à Chatou? Toucha Boys, Chatou. Est-ce que vous connaissez la foire au jambon à Chatou? Basile Boli a joué à Chatou. C'est vrai. Ah non, mais ça m'intéresse. Tu connais pas la foire au jambon? Dès qu'il a bouffé, Jean-Louis, il est intéressé. Oui, la foire au jambon à Chatou. C'est énorme. Il y a tous les types de jambon. C'est une espèce de brocante monumentale. Et non, il n'y a pas que du jambon, mais ça s'appelle la foire au jambon. Exactement. Si ça s'appelle la foire au jambon, il n'y a pas. Bon, perdons pas de temps. On ira voir. Il y a aussi du jambon, mais voilà. Évaluation dans quelques instants. L'after continue jusqu'à minuit et demi. Les drôles de la manche.
Il est 23h38, l'after est là jusqu'à minuit et demi. Manu Petit, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour qui est toujours au stade. Évidemment, on va attaquer l'évaluation. On attend la conférence de presse de Luis Enrique. On attend aussi des nouvelles des blessés. Hakimi, Dembélé sont concernés. On va parler de Monaco tout à l'heure. On va parler évidemment des autres matchs avec les drôles de dames. Évaluation, on aura tout à l'heure Paulo Breitner pour le Bayern, mais... y a-t-il un joueur, le Parisien qui a surnagé ce soir, c'est Neves quand il est rentré, non? Neves change le visage du PSG. Gvara, quand il change de côté aussi. Après, il y a certains sur WhatsApp nous disent Gvara en ce moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas ça. Non. Mais non. Quand il a joué à gauche la deuxième mi-temps, il y a une vraie différence quand même. Les provocations incessantes, c'était plus le même joueur. Après, il y a une différence, mais il y a encore une différence avec le Gvara de l'année dernière. Ça, je suis d'accord, Jean-Marc. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, Kangingli, le problème, c'est que dans le jeu, pareil, c'est pas avec Kangingli que tu gagnes la Ligue des Champions. On est... Top, Luis Enrique. Il vient de s'asseoir, on va écouter ses premières réponses. Je ne sais pas. Il faut attendre à demain pour voir après les tests. Et exactement quelle est la blessure les deux joueurs. La blessure de Ousmane, ce n'est pas la dernière, ce n'est pas rien à voir avec la dernière blessure, mais il a joué le temps que vous savez vous. Et Hakimi, c'est le football, c'est un sport de contact et c'est dommage parce que c'est compliqué pour les joueurs, mais je me rappelle, je pense que ce sont des actions qui sont comme ça. Et je me rappelle le dernier été, la lésion de Moussala, la blessure de Moussala aussi. Et ce sont des actions avec la mauvaise chance. Rien. Mais demain, ce sera le jour quand les docteurs diront quelles sont les lésions. Bon, on écoute Luis Enrique. Les blessures. Conférence de presse en direct. Je suis tellement fatigué que... Ok, continue. Oui, Baptiste Bécard de l'AFP. Les Allemands ont dit, après le match, les Munichois ont dit qu'ils avaient été supérieurs à 11 contre 11. Est-ce que vous partagez ce constat? Bien sûr. Je pense que les premiers mi-temps, ils ont été supérieurs à nous. Ils ont joué mieux, ils ont pressé mieux. Ils ont fait plus occasions que nous. Et on a fait des cadeaux, des belles cadeaux dans cette première mi-temps. Et quand tu fais des cadeaux à ce type de joueurs, c'est normal que tu perdes le match les premiers mi-temps. Et je pense qu'il en a pu marquer encore plus de buts ces premiers mi-temps. Par contre, le deuxième mi-temps, ça a été différent parce qu'on a joué avec un joueur de plus et on a créé et on a fait bien le boulot dans cette deuxième mi-temps et on a créé beaucoup de chances et on a pu pareiller on a pu marquer, faire match nul. Oui, il voulait dire on aurait pu marquer et faire match nul. On a compris, on le comprend bien quand même. On avait oublié dernière réponse. Qu'il pouvait y avoir des équipes plus fortes que le Paris Saint-Germain. Pourquoi aujourd'hui le Bayern a-t-il été plus fort? Est-ce que votre équipe avait aussi oublié qu'il pouvait y avoir une équipe plus forte que vous? Je ne me rappelle aucun match de cette saison avec toute l'équipe en forme. Je ne me rappelle aucun match. C'est une saison différente. Il faut savoir gérer ça. Je ne mets aucune excuse. C'est notre responsabilité de faire mieux. Mais aujourd'hui, il faut accepter que l'adversaire a été meilleur que nous. Mais je suis calme et tranquille parce que je sais qu'on va surmonter tout ça et j'espère non. J'attends pendant la saison de récupérer les niveaux, récupérer les joueurs, récupérer l'équipe pour jouer à notre niveau. On a fait de très bons matchs ce début de saison, malgré tous les problèmes qu'on a eu. Rien. C'est le moment de savoir qui est de notre côté et qui n'est pas de notre côté. Mais c'est comme d'habitude. Voilà pour moi, je suis d'accord avec lui. Je veux dire, on peut pas. C'est pas une excuse que de dire que, bah oui, au complet, c'est pas la même équipe. Moi, ce que j'ai toujours contesté dans sa façon de
plus de communiquer et de parler, c'était cette espèce de négation que des joueurs étaient supérieurs à d'autres, que les individualités dans le foot, ça faisait pas forcément la différence. Oui, le schéma, le plan, la mise en place de l'expression collective, évidemment que c'est capital. Mais je suis désolé, tu ne remplaces pas un Dembélé au top. Quand un Gvara arrive, ça change l'équipe. Quand Ruiz, Neves, Vitinha sont au top, c'est pas la même équipe. Après, que ce soit lui qui a mis en place ce collectif et qui a fait adhérer à son message, bien sûr, mais qu'on ne me dise pas que dans le foot, comme je l'ai entendu 1000 fois l'année dernière, et tu peux mettre les individualités sont au second plan, c'est le collectif. Non. Les individualités subliment le jeu collectif de cette équipe. Et je suis d'accord avec lui, en revanche, ça n'est pas une excuse. Oui, il a le droit de dire que c'est pas la même équipe si Hakimi n'est pas là pendant les 3 mois qui viennent, si un Mendes ne peut pas jouer, si le milieu de terrain à 3 n'est pas au complet, si Dembélé n'est pas là, Daniel, si Doué ne revient pas au top. Oui, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude. Alors attends, Jean-Louis, c'est Manu d'abord et ensuite je te donne la parole, Jean-Louis, au stade. Alors, je suis inquiet parce qu'il dit deux choses, enfin il dit pas mal de choses dans sa communication que je trouve excellentes. C'est que c'est pas la même saison que l'année dernière. Il a bien conscience que c'est parti avec beaucoup de difficultés et qu'ils vont traîner ça comme des boulets durant toute la saison. Il dit derrière que c'est leur responsabilité de gérer tout ça et de tirer le meilleur profit justement de toute cette difficulté. Et de dire qu'à aucun moment, il a dit « Je ne me rappelle pas d'un match où mon équipe était en forme ». Moi, ça m'inquiète. Où tout le monde était en forme. Ah oui, exactement. Mais il a raison. Oui, mais il a raison. Mais justement, il ne fait oui. que confirmer ce qu'on voit, malgré le fait qu'il y a c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt en disant qu'en Champions League, c'est un sans faute quasiment. Mais là, ils ont perdu ce soir. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir parce que plus ils vont avancer dans la saison et plus ils vont souffrir physiquement. Jean-Louis. Et si tu as raison, Manu, et que les problèmes physiques continuent tout au long de la saison, il y a un autre débat qu'il faudra mettre sur la table, c'est les choix de mercato de cet été. Ils en ont pas fait le choix de non-mercato. Voilà. Bah oui, ça va être le débat quand même. Parce que ça veut dire que tes joueurs titulaires, tu vas pousser à chaque fois pour les faire revenir parce qu'il n'y a pas de solution de rechange, parce qu'on a fait comme discours que les jeunes, c'était le moment de leur donner du temps de jeu, etc. Bon, on verra. Moi, si les j'adhère pas à ce blessures, discours-là. Moi, je suis pas d'accord avec pas. vous là-dessus. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si les blessures continuent, je dis, peu que le débat reviendra. De toute façon, en fait, les équipes qui... Bon, d'abord, c'est très dur et c'est rarissime de gagner 2 fois de suite. Mais si tu prends même les équipes qui gagnent 2 fois et quand c'est arrivé 3 fois, tu regardes, elles sont pas beaucoup chamboulées. Il n'y a pas réellement de joueurs qui changent et tout. Si, quand on me dit, moi, le mercato, le machin, le ceci, le cela... Daniel. Édition. Le mondial des clubs, c'est une espèce. Ça a tout chamboulé dans la préparation, dans tout. C'est une espèce de verrue avec laquelle. Oui, mais c'est une verrue qui traîne au pied et qu'ils n'arrivent pas à l'enlever, quoi. Oui, mais le mercato n'aurait pas pu réparer cette verrue, à mon sens, parce que le mercato. Pourquoi si tu as doublé certains postes avec des joueurs de qualité. Je vais essayer de te l'expliquer. Parce que le doubler certains postes, pour moi, ça n'existe pas. Il suffit de regarder les équipes qui ont dominé. Tu n'auras jamais l'équivalent d'Hakimi. Donc, quel genre d'arrière droit tu vas prendre? Quel genre d'arrière droit tu vas prendre? Dis-moi un arrière droit top niveau qui va venir au PSG pour faire doublure d'Hakimi. Je sais pas, là tu me parles là comme ça, j'essaye de réfléchir. Oui, mais en fait... mais ce que veut dire Daniel, c'est pas du tout un piège. Il viendra pas parce que si c'est du chapeau 1, il va pas être doublure. En fait, quand tu fais doublure, le truc de doublure, c'est en équipe nationale. En club, si tu prends un mec top niveau à côté d'un autre... Ce qu'a fait, écoute, Manu, ce qu'a fait Liverpool... Donc si demain Hakimi, on confirme Hakimi, il est out pendant X mois, que le mercato hivernal arrive, tu es persuadé que le PSG va pas aller rechercher un arrière droit? S'il y en a pas, évidemment, s'il n'y en a pas, il faudra bien en avoir. Ils vont pas rechercher un troisième couteau, ils vont essayer de trouver quelqu'un. S'il n'y en a pas, oui. Mais regarde ce qu'a fait Liverpool. Je te prends 150 millions un tel, 100 millions un tel, 100 000. En fait, tu ne construis pas un truc, en fait. Parce que tu mets 2 joueurs qui sont sur le papier du même niveau, côte à côte. Et j'ai jamais vu où ça marchait, ça, moi. Liverpool, en plus, non, en fait, c'est pas un bon exemple, Liverpool. Et il n'y en a pas. Regarde, le Real grande époque, c'était Ronaldo, Benzema, Jean-Louis, et ensuite on finit l'évaluation. Ils ne bougeaient jamais. Un coup, première époque, tu as eu Gareth Bale est parti, tu en as eu un autre, ok. Mais en fait,
Moi, cette histoire de il fallait faire un gros mercato et qui t'aurait pris au milieu qui t'aurait pris au milieu pas un gros mercato, mais au moins qui serait allé 3-4 joueurs au moins, tu vois, pour faire le turnover, permettre aux joueurs. Et tu l'as le turnover. Tu as Kangingli au milieu, tu as Zahir Emery pour remplacer les 3 du milieu. Laissez la parole à Jean-Louis. Qui tu aurais pris pour challenger Neves, Vitinha, Ruiz? Vu ce qu'ils venaient de faire, qui tu aurais pris pour venir leur mettre la merde dans les choix du coach? Non, mais je pense que tu peux prendre des intermédiaires, Daniel. Mais l'intermédiaire, tu l'as. T'as Kangingli et t'as Zahir Emery. Je suis persuadé qu'il y a des joueurs sur le marché. Maintenant, tu me poses la question maintenant. Je n'ai pas de réponse. Mais bon, je veux revenir à l'évaluation parce que le temps passe. Jean-Louis, est-ce qu'il y a un joueur qui peut-être particulièrement mauvais ou que tu voulais... non mais moi Kangingli j'ai vraiment bien aimé son entrée. Une machine à centrer quoi, mais après dans le jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire du match de Marquinhos qui fait une grosse boulette mais qui a aussi sauvé des coups? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, Marquinhos. Il n'a pas sauvé beaucoup de coups. Il n'est pas prêt. Il n'est pas invité à ce genre de match à intensité pour l'instant. Faut qu'il revienne. J'ai beaucoup aimé Upamecano. C'est boulé malheureusement. Et Daniel, c'est ton moment Barcola. Je te dis, Barcola, je vais pas changer. Il est toujours pareil. Il est fort pour prendre l'espace. Il réussit certains dribbles. Ses accélérations peuvent être tranchantes. Mais devant, on n'est pas avec un mec de la trempe de Luis Diaz, de Olysée, de Doué, de Dembélé, de Saka à Arsenal. On n'est pas. Mais malgré tout, il reste quand même dans les bons joueurs. Mais on n'est pas sur un hors classe. On n'est pas sur un gars qui éclabousse les yeux. On est sur un joueur, somme toute, assez banal, qui s'exprime dans un contexte extrêmement favorable parce qu'il est mis en confiance et il est dans un collectif extra. Donc, oui, il a des qualités pour faire des différences, mais sa technique, je la trouverais toujours limitée par rapport à un joueur de classe mondiale. Tout à l'heure, on fera l'évaluation du Bayern avec Polo. Il est 23h50, il faut quand même qu'on fasse du Monaco, parce que Manu attend ça avec impatience. Jean-Louis, merci. Alors, mon conseil, Jean-Louis, c'est miel et citron. Oui, j'écoute. Ouais, miel et citron. Miel et citron. J'y vais tout de suite. Voilà. Merci Gilbert. Salut Jean-Louis, bonne soirée, à très vite. Ciao. Monaco dans un instant, ensuite l'évaluation. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois.
23h53, Emmanuel Petit est là, Daniel Riolo est là, les drôles de l'âme dans quelques minutes. Évidemment, on attend toujours s'il y a des news concernant les blessures ce soir. Je pense qu'on n'en aura pas plus parce que non, ce soir, nous a dit. Non, de toute façon, tant que tu n'as pas l'examen, tu n'auras pas l'indisponibilité et tout ça. Monaco qui gagne donc en Norvège, dans le Grand Nord, au-delà du cercle polaire. Il faisait nuit à 15h cet après-midi. Tu veux juste 15 secondes, puisque tu as fait l'évaluation sur Chevalier, tu veux que je te lise ce que nous dit notre ami Thierry, spécialiste des gardiens. Barnera, spécialiste des gardiens, oui. Ça peut intéresser les gens. Conseiller de Thibaut Courtois. Il me dit, oui, comme ça, très rarement, il trouve toujours Chevalier assez excellent. Mais là, il y a un bémol, il dit sur le premier but, Chevalier ne doit pas s'arrêter sur le second ballon, il doit venir sur l'attaquant, faire la croix pour fermer plus d'espace. Toujours très lucide, toujours intéressant. Oui, après, on t'embrasse, Thierry. On va pas reprocher grand-chose au Chevalier quand même ce soir. Jérôme Sillon est avec nous en Norvège. Jérôme. Il est en train de faire un igloo, non? Si, il s'est transformé en esquimau même. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Non, ça va, est-ce que les conditions, c'est exactement ce qu'on dit ou pas? Ou est-ce qu'il y a de la légende? Raconte-nous un peu. Non, franchement, c'était par moments assez dantesque. Tu avais des bourrasques de vent, tu avais une pluie battante par moments. Tu as la moitié du stade, il faut savoir, qui est quand même à découvert. Donc, les supporters monégasques, notamment, n'étaient pas du tout à couvert. Ils étaient en plein vent, les pauvres, et ils ont chanté pendant 90 minutes. Il y a quand même des fous furieux torse nu, je les ai vus. Sérieux? Si tu reviens pas avec une pneumonie. Ils ont fait 3500 km pour certains. Ouais. Non, franchement, c'était très particulier. Et à la fin, même la pelouse synthétique, elle était... Il y a 3500 km de Monaco jusqu'à Boudeux. Boudeux, c'est à 2 heures de vol d'Oslo. Moi, j'aurais dit beaucoup plus loin, moi. Pour aller dans le Grand Nord, au cercle polaire, il faut faire que 3000 km depuis Paris. Bon, on fera du touriste un autre soir. Oui, pardon, Jérôme. Oui, mais ça me fascine, moi, cet endroit. Est-ce qu'ils méritent leur victoire? Ouais, alors sur la première période, surtout, moi, j'ai trouvé les 45 premières minutes de Monaco vraiment accomplies. Il y avait de l'engagement, de l'agressivité, il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'abnégation. Donc moi j'ai retrouvé la même équipe qu'on avait vue notamment contre Tottenham qui avait été séduisante. Elle a retrouvé un peu d'efficacité avec ce but de Balogun. Je crois que ça doit être le seul tir cadré de Monaco durant tout le match et ils ont marqué sur ce but qui n'était pas tout fait. Et c'est une des rares fois d'ailleurs où Akliouche s'est mis en valeur. J'ai beaucoup aimé le match de Balogun, beaucoup d'agressivité. Ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il avait deux costauds derrière, le jeu dos au but, c'est pas non plus son point fort, mais il s'en est vraiment très bien sorti. Du très bon Golovin dans l'organisation du jeu sur une poule synthétique, c'est là où sa technique fait la différence. Donc 45 premières minutes très accomplies, et puis après, c'est vrai qu'en seconde, Bodo Glimt a accéléré, s'est procuré des belles occasions. Philippe Keun a fait le boulot, il faut quand même le souligner aussi, parce qu'on a souvent été critique à son égard. Mais moi, je trouve que cette équipe monégasque, elle a quand même, elle mérite aussi des applaudissements, des encouragements, parce qu'il y avait quand même 9 titulaires potentiels qui étaient absents ce soir. Et c'est vrai qu'on a le droit d'être critique avec l'inconstance monégasque, mais il faut aussi mettre en valeur cette équipe quand elle fait du bon taf. Et c'était pas simple de venir s'imposer à Bodo Glimt. Et donc voilà, c'était vraiment important dans la perspective de la qualif, parce qu'après il faudra aller gagner à Pafos, battre Galatasaray. Non, gagner à Pafos, normalement, ça devrait être facile. Enfin, pour Monaco, en théorie, t'es favori à Pafos quand même. C'est quand c'est facile que Monaco tombe dans ses travers, justement. Monaco, là, franchement, ce soir, c'était le match le plus difficile d'un enchaînement de 3 où ils peuvent prendre victoire là, les 2 prochains, tu vas faire 9 points, plus ce que tu avais. C'est bon, la qualif, elle est dans les 2 prochains matchs. Exactement. C'est du velours pour Monaco, là. Pafos et merde, c'est quoi l'autre? En principe, oui. Leur dernière victoire à l'extérieur en Ligue des Champions, c'était à Bologne il y a 1 an, pile poil. Ils n'avaient pas gagné en Champions depuis cette victoire contre Aston Villa. Donc celle-ci, elle fait vraiment du bien et tu sens que ça a resserré le groupe aussi. D'ailleurs, ils restent dormir ce soir à Boudeux parce qu'il y a donc trop d'heures de vol pour rentrer directement à Monaco. Vaut mieux dormir ici et partir tranquillement demain. Et voilà, tu sens que ce groupe se soude. Et moi, je trouve que ce système en 3-4-3 mis en place par Sébastien Pocognoli, il fait ses preuves et je trouve que la saison de Monaco, elle est vraiment cohérente. Ils sont à 2 points du podium, à 4 points du PSG en Ligue 1. Ils sont dans le coup désormais vraiment en Champions League. Donc c'est pas si inintéressant que ça. Un autre joueur à part Balogun et le gardien de but qui a été bon? Golovin, comme je te le disais, j'ai bien aimé. La défense. Enrique qui est revenu, non? Qui ça? Caio Henrique, il n'est pas revenu? Ouais, Caio Henrique, il est toujours été là, Manu. Ouais, il est là. Il n'a pas été blessé, lui. Non, il change de position souvent et tout, mais là maintenant, il a l'air d'être un peu fixé dans le nouveau schéma. Là. Donc Golovin sur une bonne dynamique, parce qu'il avait fait Golovin sur une bonne dynamique. Le dernier match, la dynamique, elle était retombée. À Nantes, c'était bien. Là, non. Là, en plus, il le met
Et on est d'accord, Jérôme, c'était vraiment dans le milieu de terrain, dans le cœur du milieu là maintenant. Exactement, il a fait jouer alors côté de Koulibaly alors qu'il lui arrivait d'être un peu excentré à gauche, d'être un peu plus haut derrière l'attaquant. Il fait un peu toutes les... Golovin, c'est toujours la même histoire avec lui. Il a dans les pieds de pouvoir jouer un peu partout parce qu'il sait tout faire. Mais combien de temps il dure, quelle est son autonomie et son envie? Ça reste toujours le grand mystère avec lui. Là, il a fait tout le match, tu vois, et moi je l'ai adoré dans ce rôle de deuxième milieu central au côté d'un récupérateur qui était Koulibaly. Ouais, moi je trouve que dans l'organisation du jeu, sa technique, elle fait toute la différence. Évidemment. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Et il y a des bonnes petites nouvelles aussi peut-être à venir, parce qu'après la trêve, il n'est pas impossible qu'on revoie Radecki, Vanderson, Zakaria, et puis on l'espère évidemment tous Paul Pogba. Donc, que dire de Biret qui avait disparu ces derniers temps? Écoute, entrée pleine d'abnégation aussi. Il est venu surtout pour faire le pressing en fin de match. Il a remplacé Akliouche et puis il a failli se faire très mal parce qu'il a pris une énorme semelle qui a d'ailleurs conduit au carton rouge du défenseur central norvégien qui lui a mis un gros coup. Et puis finalement, il s'en sort bien. Donc, pas grand-chose à dire. Il a une opportunité à un moment en fin de match où il hésite un petit peu. Tu sens qu'il n'est pas en confiance alors qu'il est en bonne position pour tirer. Il tergiverse, il la donne à un coéquipier. Puis finalement, ça n'aboutit pas. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a du mieux et il y a des choses vraiment, vraiment encourageantes. Merci Jérôme et bonne nuit donc dans le Grand Nord. Je crois qu'il faisait nuit à 15h. Tu dors là-bas, tu reprends pas un avion de nuit? Il fera nuit demain matin quand je vais repartir puisque je repars à 6h40 et que le soleil se lève à 8h. Magnifique. Tu vas arriver en forme à Paris. Bravo. Ouais, et c'est ça. C'est le métier qui veut ça. Salut. Allez, tu sonnes tac les garçons. Ciao. Bonne nuit. En norvégien. Dans un instant, les drôles de l'âme. Manu, merci beaucoup. Merci les gars. Manu qui nous a régalé, qui reviendra pour la prochaine soirée de Ligue des Champions, bien sûr, qui sera là demain pour le match de l'OM pendant le match. Manu, toujours présent. Et nous, dans quelques instants, on accueille les drôles de l'âme. On va reparler du Bayern avec Polo. Et
RMC. Jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est minuit 3, encore une petite demi-heure d'after ici en direct du Dopo, le restaurant de l'after à Boulogne. Daniel Riolo est là, les drôles de la m'arrivent. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que lundi prochain, l'after sera à Orléans, prochaine étape de notre tournée des 20 ans. Nous serons au cinéma Pathé de Saran qui nous reçoit. On remercie Pathé avec qui on a passé un bel accord. Ça y est, c'est complet, il était temps. C'est même plus que complet. Mais on peut encore s'inscrire parce que peut-être qu'on va trouver des solutions pour accueillir un max de monde. Donc si vous voulez vous inscrire et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Vous venez lundi prochain à Saran. Par exemple, vous envoyez un mail à public@rmc.fr public@rmc.fr pour signaler votre présence. On va prendre des chaises pliantes, on va les mettre dans le coffre. Voilà, on vient avec Antoine Varnier, c'est un spécialiste de la logistique, il a fait ça toute sa vie, il bossait sur les marchés dans l'Aisne. Antoine, il a bossé sur les marchés ? Ouais, il sait faire tout ça. Je savais pas. Il sait faire tout ça. Les drôles de l'âme sont là, Polo Breitner est là. Polo, bonsoir. Salut Polo. Ah, on l'a pas ? Faisons un test avec Edgar Groslo peut-être. Edgar, bonsoir. Un soir comme aujourd'hui, Polo en retard, bravo. Ah, mais je pense qu'il est là, c'est juste une histoire de connexion. Homme en retard, liaison dans le tiroir. Edgar est-il là ? Salut messieurs. Salut Edgar. Daniele Manoussia également avec nous. Daniele, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Nouveau test avec Polo. Polo, es-tu là ? Oh là là, que se passe-t-il ? Pas encore. Bon, on va le récupérer dans quelques instants. Et puis Julien Laurence arrive également. Je suis là. Ah, salut Julien. Salut Gilbert, très bien. tous. Une fois qu'on a Polo, on reviendra sur l'évaluation du Bayern. Mais puisque vous êtes là, Julien et Edgar, l'autre méga affiche du soir, c'était évidemment Liverpool-Real. Et Julien, c'est le réveil de Liverpool ce soir. Ouais, la meilleure performance de la saison, je pense. On avait déjà vu du mieux contre Aston Villa. On l'avait raconté ce week-end. On l'avait raconté un petit peu lundi soir avec les drôles de dames. Ce soir, c'était vraiment bien. Encore une fois, avec le milieu de la saison dernière, Szoboszlai, Gravenberch et McAllister. Alors cette fois, Wirtz était titulaire. C'était pas le cas contre Aston Villa, mais il a joué dans un rôle un peu plus haut, une fois à droite, une fois à gauche, une fois dans l'axe. Il a bien défendu. Je pense qu'il a apporté ce que Slot voulait qu'il apporte. Mais c'est vrai que collectivement, il y a beaucoup plus d'équilibre par rapport à ce qu'on avait pu voir en début de saison, par exemple, où ils encaissaient beaucoup de buts. C'est quand même la deuxième fois d'affilée où il y a une clean sheet. Donc, tu n'encaisses pas de buts contre Villa, contre le Real Madrid aujourd'hui, où finalement, tu concèdes même très peu d'occasions. Il y a la frappe de Bellingham à la fin de la première période, mais c'est vraiment tout ce que Mamadashvili a eu à faire. Et de l'autre côté, si Courtois ne sort pas un match de fou, ça peut facilement finir à 2-0 ou 3-0. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment encourageant avant d'aller notamment. Tu veux dire que le renouveau de Liverpool est en train de passer par une recette connue, c'est-à-dire une recette qui était celle de l'année dernière quand ça fonctionnait très bien et que, en dehors de ce coup d'arrêt brutal, mais après tout qui ne s'est joué que lors d'une séance de pénaux, de ce coup d'arrêt contre le PSG. Qui a un peu foutu la saison pas en l'air puisqu'ils ont quand même terminé champions. Mais on va dire on a ressorti les vieilles recettes. Ouais, c'est ça. Mais souvent, Daniel, quand. Non, mais parce que je dis ça parce qu'on avait un peu le débat tout à l'heure avec Manu sur le PSG. Il fallait faire un gros mercato, machin, c'est ça. Moi, je suis contre cette idée. Les équipes de clubs, quand elles ont des résultats, c'est avec des automatismes, des hiérarchies, des schémas en place, des joueurs qui sont en confiance et pas en changeant sans arrêt et en recrutant, en prenant 3 mecs pour le même poste, en dépensant forcément des fortunes immenses. Enfin, tu le fais une fois quand tu construis ton équipe. Puis après, tu n'arrives pas en prenant 2 attaquants que tu mets dans les pattes de celui qui était déjà en place, plus une star qui est censée prendre la place d'un mec qui avait pas démérité. Moi, je trouve que tu fous plus le bordel dans la tête d'un entraîneur et d'une équipe qu'autre chose. Mais bon, c'est ma théorie. Ouais, c'est vrai. Mais tu reviens en fait à ce que, comme tu l'as très bien dit, au repère que tu avais avant, à cette question d'équilibre, qui a été un gros problème en début de saison. Ça prenait trop de buts, c'était trop ouvert. Surtout qu'on ne sortait pas d'une saison, encore une fois, on sortait de quelque chose qui avait marché. Genre, être champion en première ligue, je veux dire, c'est pas anodin, quoi. Tu vois, c'est pas. T'es pas champion de Hongrie, quoi. Tu vois, t'es champion de première ligue. Après, en Ligue des Champions, ok, t'es tombé sur un os. Mais l'os, il t'a pas non plus balayé, quoi. Tu vois, c'est joué Copeno. Donc, il y avait matière quand même à construire là-dessus. Or, moi, j'ai l'impression qu'ils ont chamboulé beaucoup. Alors c'était intéressant parce que, pour finir un petit peu sur ce point-là, ils ont voulu changer aussi parce que la saison dernière, c'est vrai que par moments, ils avaient souffert contre des équipes très regroupées, très compactes, avec des blocs très bas, ce que je peux comprendre. Et comme tout le monde souffre dans ce genre de match. Oui, bien sûr, mais l'arrivée de Wirtz, elle est pour ça aussi. Ouais. Le problème, c'est que tu as peut-être voulu changer, comme tu l'as dit, un petit peu trop vite, un petit peu trop rapidement, trop de joueurs. On l'avait dit, si tu mets toutes les nouvelles recrues, ça fait quasiment la moitié de ton équipe que tu as changé chez les titulaires. Si tu mets les deux latéraux, les 2 numéros 9 et Wirtz, ça te fait 5 joueurs sur 11.
t'y es. Et peut-être qu'effectivement, ils ont pensé que ce serait plus facile que ça ne l'a été finalement, de vouloir faire trop de changements. Ça ne l'est jamais de changer beaucoup de choses. Regarde le Bayern là, il y a une ossature qui était là l'année dernière, qui a également fait une très bonne saison et que je l'ai dit 1000 fois cette semaine en Ligue des Champions, ils sont tombés d'une façon un peu rocambolesque, mais il n'y avait pas de raison de beaucoup changer. Tu repartais avec... eux, à certaines places, ils avaient des joueurs peut-être un peu en dessous. Ils avaient, parce que bon, quand tu remplaces Luis Diaz à la place de Leroy Sané, là, tu es vraiment gagnant, quoi. Là, tu es vraiment gagnant et on l'a vu ce soir. Pour le Real, Edgar, que dire de la performance du soir ? Comme a dit Julien, je pense que si Thibaut Courtois n'est pas encore l'homme du match côté Real, je ne sais pas quel score aurait pu encaisser le Real Madrid, mais c'est pas la première fois ces dernières années qu'il les sauve vraiment. Et il a eu une bonne analyse à l'après-match. Il dit, je pense qu'on a fait trop de fautes autour de la surface de réparation. Et effectivement, je pense que le Real Madrid a fait trop de fautes et ils ont donné trop de cartouches à Szoboszlai. Quand t'as cette patte droite là, quand t'as ce genre de profil dans la surface qui peuvent venir te mettre une tête, évidemment qu'au bout d'un moment, au énième coup franc, énième corner, tu vas être sanctionné. Ils ont été sanctionnés. De manière générale, j'ai l'impression que le Real a été dépassé dans les duels. Quand je vois un joueur, par exemple, comme Huysen, d'ailleurs, qui est derrière McAllister sur le duel, sur le but, mais qui, de manière générale, j'ai trouvé ce soir à une intensité un petit peu mal placée. Tu vois qu'il a envie de bien faire, tu vois qu'il a des qualités, mais qu'il manque de maturité dans ses interventions. Parfois, il fait des fautes grossières. Parfois, il fait des dégagements là où c'est pas nécessaire. Et d'autres moments où il y a des petits manques de concentration dans la surface de réparation. Donc j'ai l'impression que le Real était battu dans les duels et puis offensivement le Real a été stérile et n'a pas pu compter en fait sur ses forces habituelles des dernières semaines. Arda Güler, il était vraiment en panne d'inspiration, il était trop gentil. Il y a par exemple une séquence où il perd un ballon, après il rate une occasion dans la surface parce qu'il laisse son défenseur revenir et après il repère un ballon sur une passe assez simple l'action d'après. Mbappé, beaucoup trop transparent, on attend plus de lui, on attend qu'il pèse sur le jeu et à part 10 minutes où il s'est un petit peu réveillé comme le reste de l'équipe en deuxième période, on l'a pas assez vu. Et puis si je dois nommer quand même un dernier attaquant, c'est un entrant ce soir. Mais que dire de Rodrigo ? Au bout d'un moment, il va falloir vraiment ouvrir son dossier parce qu'il touche 16 ballons, il perd 9 ballons. J'ai compté, c'est sur les 3 premières minutes de jeu, il entre à la 69e. Entre la 69e et la 72e, il touche 5 ballons, il perd 4 ballons et il fait une faute. Et sur tout son match, quand il rentre, les seuls moments où il perd pas la balle, c'est quand il fait une passe en retrait ou qu'il fait une passe à 2 mètres. Et au bout d'un moment, ça fait 1 an que ce joueur, à part face à l'Atlético en mars dernier, ce joueur enchaîne contre-performance sur contre-performance sur contre-performance. Je comprends pas, avec les qualités qu'il a, qu'il ne puisse pas faire mieux. Et parce qu'il est plus en confiance, parce qu'il sait qu'on lui fait pas confiance, parce qu'il sait qu'il est pas à l'aise dans ce contexte-là. Évidemment, il s'en sort pas, c'est une mauvaise spirale. On sait. Ouais, mais c'est une mauvaise spirale qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Quand on connaît les qualités de ce joueur. Je pense qu'il faut qu'il change de club. En plus de ça, le côté. Je suis pas forcément désaccord avec toi. Non, mais surtout que c'est un big game player. C'est un joueur qui initialement s'était construit une réputation sur les grandes soirées européennes. C'est un mec qui a trop de qualité pour qu'on le mette à la poubelle, mais là ça va pas. Clairement, tu as raison sur ce que tu dis. Il y a trop de choses anormales. Globalement, il y a un problème sur ce côté droit parce que Rodrigo ne répond plus. Brahim Diaz, pareil, c'est un joueur techniquement qui est très à l'aise. De toute façon, cette équipe, elle est pas bien équilibrée. C'est pas encore une équipe. Le Real, c'est pas encore une équipe. Ouais, non, mais il y a des situations individuelles qui m'interrogent. Voilà, Eduardo Camavinga, il se retrouve titulaire ailier droit parce que aussi t'as des joueurs qui répondent pas présents et parce que lui, défensivement et dans ce qu'il apporte, il l'a remis là. Il l'a remis là. Il est peut-être, ouais, il l'a remis contre le Barça, quasiment ailier droit. Mais ça, c'est pas normal, c'est du bricolage, ça. Voilà, c'est du bricolage. Alors face au Barça, par exemple, il avait complètement répondu présent, il était très très bon et on connaît Camavinga, il est capable de, tu le mets latéral, il est performant, tu le mets au milieu, il est performant, mais encore une fois, tu le mets pas quand même dans les meilleures dispositions et quand tu as 3 joueurs qui théoriquement sur le papier sont censés jouer ailier droit, alors Rodrigo sont de base, il est ailier gauche, mais ça fait un petit moment qu'il joue ailier droit. Donc tu as Rodrigo, tu as Brahim Diaz et tu as Masnotono qui est pas là ce soir, qui sont ailier droit, et tu te retrouves à mettre Eduardo Camavinga titulaire sur un Classico qui avait fait un match énorme.
mais c'est quand même que tes joueurs à ce poste-là ne répondent pas présents et il va falloir régler ce dossier. Et j'ai l'impression qu'avec ses compositions d'équipe, Xabi Alonso a bien compris que ce côté-là, ses joueurs n'étaient pas performants. Et donc, avec Eduardo Camavinga, il met un joueur en plus milieu de terrain qui joue en plus de ça sur le côté droit, pas vraiment à son poste. Mais j'ai l'impression qu'il s'adapte davantage à des états de forme décevants et aussi à des joueurs qui répondent moins présents dans les duels et défensivement, ce que fait très bien Eduardo Camavinga. Pour conclure sur ce match, oui, je voulais que tu dises un mot de Salah. Très rapidement. Vas-y. Ouais, Trent Alexander-Arnold est revenu à Liverpool. On savait pas trop quelle réception il allait recevoir de la part des supporters. On sait comment ça s'est terminé. Il a été sifflé comme j'ai rarement vu un ancien joueur revenir chez lui. En plus chez lui, parce que lui c'est vraiment chez lui. Et être sifflé de cette façon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je sais pas. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à Liverpool. Mais bon, vu qu'il avait été sifflé par ses propres supporters quand il jouait encore chez eux, il n'y avait pas de raison qu'il le fasse pas. Ouais. Et puis le dernier truc, un petit peu marrant parce que la semaine dernière, Wayne Rooney a mis un gros tacle dans son podcast à Virgil van Dijk en disant que depuis qu'il avait signé son nouveau contrat la saison dernière, il faisait plus les efforts. Et ben Rooney était sur Amazon Prime ce soir où le match était à la télé anglaise, qui est venu en interview au bureau sur le terrain après le match. Virgil van Dijk, il a remis Wayne Rooney en place comme jamais. Ah vas-y, raconte. J'adore en lui disant, mais après, Daniel, je te jure, t'aurais kiffé. T'avais Van Dijk. Alors déjà, quand il est arrivé, Rooney faisait une tête un peu bizarre quand ils se sont serrés la main parce que Van Dijk a dit bonjour à tout le monde. Ensuite, il lui a dit, écoute, si tu regardais plus souvent les matchs et plus de matchs, tu verrais bien que je prends mes responsabilités, qu'on a traversé une passe difficile. C'est pas trop normal que des anciens joueurs qui ont été dans cette position-là à un moment, qui ont été dans le dur aussi, se permettent des commentaires pareils. Mais il l'a remis en place, mais tu sais, bien, classe, à la Van Dijk, quoi. Classe, solide, élégant, tout ça. Et le pauvre Wayne, qu'on aime beaucoup, dans l'émission. Mais est-ce qui avait raison? Est-ce que Rooney avait raison ou pas, selon toi? Non, mais c'était un petit peu dur. C'était dur de dire qu'il faisait plus les efforts parce qu'il avait signé sa prolongation de contrat. C'était pas le problème, il était. Oui, Van Dijk n'a pas été très bon. Franchement, il était nettement en dessous, Van Dijk. Moi, je me souviens de Van Dijk à Paris l'an dernier qui fait la danse du ventre à Nasser Al-Khelaifi dans les vestiaires. Van Dijk, ça faisait un moment, il jouait un peu en sénateur ces derniers temps, donc la critique, elle a le droit. Mais moi, je soutiens Wayne Rooney. Moi, j'aime bien la scène. Parce que je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que Van Dijk se défende et vienne. D'abord, il vient. Je trouve que c'est bien que les consultants s'engagent. Et j'aime bien qu'on ait ce genre de scène-là. Ça existe aussi en Italie, ce genre de scène-là. On en a vu plein, des entraîneurs qui s'écharpent en direct sur des plateaux. Justement, c'est ce qu'on veut, que les consultants ne soient pas tièdes et qu'ils disent les choses. Et si le joueur veut venir et répondre, c'est parfait en fait. Voilà, c'est que les gens se parlent, quoi. Allez, bougez pas. Dans un instant, on revient avec Polo pour reparler du Bayern, bien sûr, et des autres matchs de la soirée. À tout de suite. Polo, il arrive là. Il est là. Il va enfin nous parler du Bayern. À tout de suite. RMC jusqu'à 12h30. L'after foot. Minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Encore un quart d'heure ensemble avec les drôles de dames dans l'after. Daniel Riolo est là bien sûr et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Polo, est-ce que le Bayern a impressionné ce soir en Allemagne? Il impressionne depuis le début de la saison, donc c'est un peu compliqué. C'est le 16e victoire d'affilée. Donc... Oui, mais oui. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais c'était un match de gala, donc il faut prendre ce genre de rencontre avec des pincettes. Et moi, il y a une chose qui m'a impressionné, c'est la qualité technique des deux équipes, quand même, malgré les erreurs individuelles, évidemment, notamment de Marquinhos. C'est du très très haut niveau des deux côtés. Je pense qu'on refait le même match au mois de mars, ça peut tourner de l'autre côté. Je sais pas si on peut tirer vraiment des enseignements de ce genre de rencontres qui sont comme un blockbuster qui sort au cinéma, quoi. Mais le reste, moi,
Je suis très heureux des 45 premières minutes de Gnabry. J'ai pas tout à fait la même analyse de Daniel en disant qu'ils avaient l'ossature l'année dernière et qu'il fallait la changer. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient annoncés tous les 6 mois en partance du club parce que pas performants. Donc ça, pour moi, c'est la grande réussite de Vincent Kompany, c'est que des joueurs comme Goretzka et Gnabry sont revenus à un niveau qu'on n'avait pas vu. Goretzka n'était pas titulaire ce soir, mais il le sera sûrement en Bundesliga. Et puis, Manuel Neuer a été nommé joueur du match, joueur de la rencontre. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis Upamecano. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Olysée, non je t'en prie, pas... Enfin... Mais non. Non, Luis Diaz, Kane, c'est au-dessus d'Olysée. Upamecano, c'est au-dessus d'Olysée ce soir quand même. Pas qu'Olysée fait pas un bon match. Non, on perd, de toute façon, le Bayern, en première mi-temps, ils font tout, c'est un gros match. Mais Luis Diaz est monstrueux. Kane est toujours très intelligent. Luis Diaz, il sort. Upamecano, la façon c'est dont Luis Diaz incroyable. sort, ça l'exclut du fait d'être joueur du match. Oui, non, mais les joueurs du match, je m'en fous un peu. Je veux dire, quand ils sont à 11 contre 11, là où ils nous ont impressionnés. Moi, je vois un Luis Diaz que j'adorais déjà à Liverpool. Tu te dis, mais pourquoi il s'est barré de Liverpool? Bon, tant mieux pour le Bayern qui le récupère. Kane, c'est pour moi l'intelligence incarnée sur un terrain. Upamecano, comme dit Polo, c'est incroyable la puissance, la justesse qu'il a dégagé tout le match. Je les ai tous aimés, même un mec qui n'est pas très connu en France, Konrad Laimer. Mais en plus, arrière droit, nous on a l'habitude des arrière droits un peu virevoltants. Mais lui, il a fait son taf. Mais béton, il a bien bloqué son côté. Vraiment, je les ai tous beaucoup aimés, même les deux là qui sont moins connus là. Stasinic ou Stanisic, je ne sais jamais le dire. Stanisic. Ouais. Non, moi, cette équipe, elle m'a plu. Elle est, comme tu disais, Polo, elle est complète, comme tu le dis depuis le début de la saison. Elle est complète. Elle est pour moi vraiment dans le top 3 des favoris à la compète, quoi. À la victoire finale, je voulais dire. Nouvelle que je trouve impressionnante, c'est par exemple l'équipe qui court le plus en Bundesliga, mais quasiment les sprints, les courses à haute intensité, tout est allié à une qualité technique qu'on n'avait pas vue l'année dernière. C'est la grande force, je trouve, de Vincent Kompany, d'avoir réussi à faire évoluer cette équipe et d'avoir, avec ce groupe qu'on annonçait vieillissant quand même, hein, Joshua Kimmich, ça fait quand même 3 ans qu'on discute de lui, est-ce qu'il est encore à son niveau, etc. Combien de temps ça va durer, je n'en sais rien, encore une fois. Ce qui est su, parce que moi, je pense qu'il y a 4-5 équipes qui se détachent pour l'instant, mais on verra bien ce que ça va donner dans l'autre partie, dans la deuxième partie de saison. Je pense que Vincent Kompany voulait faire un coup au parc, il l'a fait, tout en sachant que c'est quand même en Ligue des Champions la 5e victoire à la suite du Bayern contre le PSG. Ça assure pas d'ailleurs des victoires en Ligue des Champions. Et voilà, enfin, on a le Bayern qu'on a vu depuis le début de saison, chose que j'aurais vraiment aimé faire. J'aurais vraiment aimé discuter avec Luis Enrique ce soir, parce que moi, je vois des trous en fait dans la façon de jouer du Bayern Munich qui peuvent être exploités, je pense, par des équipes très intelligentes. Et c'est pour ça que je me demande si un match revanche en aller-retour en quart ou en demi contre le PSG serait pas complètement on veut bien. Moi, je paye mon billet. Franchement, la première mi-temps était tellement intéressante que je veux bien revoir. Mais il y a une autre leçon encore ce soir, c'est que quand tu as des équipes de ce niveau-là, parce que techniquement c'était assez impressionnant, en plus Dembélé se blesse, il n'est pas à 100%, etc. On va pas parler d'Hakimi évidemment, mais tu te rends compte que tu ne peux plus faire une seule erreur technique. C'est-à-dire que c'est vrai. T'as pas le droit à ce niveau-là, c'est fini. Tu te prends. Regardez le match que fait les 45 premières minutes de Gnabry, on l'a pas vu à ce niveau-là depuis des années. Gnabry. Oui, et les mecs étaient poussés à l'excellence. La moindre passe un peu en biais, machin, il y avait interception et possible danger derrière. Exactement. Il y a une envie ce soir du côté du Bayern. C'est pour ça que moi j'ai vu une première mi-temps de très haut niveau. Très haut niveau. Ouais. Non, mais elle était très. Mais moi, je pense qu'il faut pas mettre le PSG de côté. C'est-à-dire que c'est le détenteur du titre, ok. Ils vont se qualifier évidemment au minimum pour les barrages, voire dans le top 8. Et puis c'est l'autre partie de saison. C'est ça qui m'intéresse, parce que je pense qu'il y a une marge de progression énorme du côté du PSG. Et le Bayern, est-ce qu'ils peuvent aller aussi encore au-dessus? Je suis pas persuadé. Avant de parler des autres matchs, Daniel. L'espoir revient. On ne craint plus trop la fracture. Mais peut-être grosse entorse pour Hakimi. Alors encore une fois, même si j'ai beaucoup progressé en médecine. Pour lui, pour le Maroc. Vous vous souvenez pendant l'Euro que j'avais brillé avec le nez de Mbappé. Donc, je suis un peu devenu médecin, mais a priori, pas de fracture. IRM demain, donc pas ce soir. Et on est plus dans l'idée d'une grosse entorse. Après, je ne connais pas l'indisponibilité d'une grosse entorse. Celui qui est le plus médecin de nous tous, c'est Julien Laurence. Oui. Parce que la famille. Ouais. Donc s'il sait ce que c'est grosse entorse, qu'il nous le dise tout de suite.
Un peu de mésothérapie, quoi. Voilà, exact. Un petit coup de mésothérapie, c'est reparti. Ouais, normalement. Ok, très bien. Je veux une réponse un peu plus précise. On ne sait pas. Grosso modo, ça va quand tu es un fils de médecin, tu sais, tu as des infos ou pas? Oui, c'est 4 semaines. Si tu es fils de plombier, tu sais réparer. Bah forcément, fils de plombier, je m'y connais un peu en tube. Forcément, je l'ai vu quand j'étais petit. Pas forcément. Bah si, forcément, tu sais un peu quoi. Bon, perdons pas de temps. On n'a pas parlé des clubs italiens. Daniele, la Juve n'a pas été capable de battre le Sporting ce soir, partout. Il paraît que ça va mieux, Daniel. Oui. Ça va vraiment mieux, la Juve. Il paraît que ça joue mieux, que ça en 2 matchs, Spalletti il a changé des choses. Non, oui, il a changé beaucoup de choses, mais voilà, je vois pas énormément d'amélioration. Il a fait un grand match Vlahovic. En fait, on parle surtout de ça. Vlahovic, on sait que cet été, il devait partir de la Juventus. Il est resté. Il n'a pas un contrat qui va se terminer cet été. Spalletti, il a dit que ça se trouve, il va les renouveler parce que il est bien, il le voit motivé. C'est vrai que Vlahovic, il est motivé. Il pense au jour le jour et c'est un joueur qui est dans un contexte de désespération comme la Juventus elle est dans ce moment, il s'exalte. Il aime bien se mettre l'équipe sur les épaules et faire le plus possible. Il a même trophée, il lui a tiré les oreilles Capello à la fin du match. Il a dit qu'il aurait dû passer une balle à son coéquipier. Après, les coéquipiers, que c'était McKennie, il s'est plaint. Et de Vlahovic, il a envoyé dans les pays, là, vous connaissez les pays, non? Et après, Vlahovic, il s'est excusé. Mais bon, à part les grands matchs de Vlahovic, à part les changements de Spalletti qui a mis Coupe Mainers en défense, McKennie, il a fait 5-6 rôles, Khéphren Thuram qui a fait un mauvais match au début parce que le premier quart d'heure, la Juventus l'a offert au Sporting. Après, heureusement, elle a réagi, mais le Sporting, il a pu mettre 2 buts. Mais après, elle a réagi. Quand elle a réagi, Khéphren Thuram, il a monté d'un cran. Il a fait la passe d'Ef pour Vlahovic. Ildiz aussi, il a créé une grosse occasion pour Conceição. Conceição, il a dibré. Il est bien rentré en jeu aussi, Zegrova, que sûrement vous vous rappelez de lui. On le voyait pas depuis septembre, mais il est rentré. On voit quelque chose qu'en Italie on voit pas très souvent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les 1 contre 1 toujours. À chaque fois qu'il a la balle, il essaie de dribbler. Et ça c'est comme de l'air pour les équipes italiennes qui ont du mal à progresser quand il y a des équipes comme les Sporting qui pressent beaucoup. Après, la Juventus, elle n'a pas encore gagné un match en Champions League. Là, ça commence à devenir difficile. Il n'y a que 4 matchs encore à jouer. Il faut au moins en gagner 2 et faire un match nul pour avoir les points que l'année dernière, au moins, ont permis de passer aux playoffs. Et les matchs ne sont pas incroyablement difficiles pour la Juventus parce qu'il y a les Bodo, Pafos, Benfica et Monaco à la fin. Mais voilà, une équipe qu'après les premiers 4 matchs, il n'a pas encore gagné en Champions League. C'est difficile de voir de positif. Après, Spalletti, il a dit, si on joue comme ça, on va sûrement gagner dans les futurs. Oui, mais ça, il faut le dire une fois, pas 2. Arsenal, mon cher Julien, qui continue son sans faute également. Pour l'instant, on a le Bayern et Arsenal qui ont 4 matchs, 4 victoires, en attendant demain, bien sûr. Bon, là, c'était au Slavia, c'est peut-être pas l'équipe la plus dure d'Europe, évidemment. Non, c'était plutôt facile. D'ailleurs, il joue le Bayern à domicile, Arsenal, lors de la prochaine journée. Ça va être l'affiche de fin novembre. Ça va être la belle affiche. Comme tu l'as dit, début de Mikel Merino, ils ont 3 attaquants, 3 numéros 9 blessés, Gyökeres, Havertz et Gabriel Jesus. Ils te mettent Merino là, le gars a mis un doublé en Ligue des Champions. Bravo, mais la plus belle histoire de la soirée pour Arsenal, c'est bien sûr les débuts en Ligue des Champions de leur petit génie, Max Darman, 15 ans et 308 jours, qui bat donc le record de Moukoko en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du football à jouer en Ligue des Champions. Donc voilà, bravo à lui, c'est un talent extraordinaire. On en a déjà parlé dans l'émission du lundi soir. En plus, je le connais bien, il a joué avec mon fils au centre de formation d'Arsenal, donc on l'a vu un peu grandir. 15 ans et 300 jours, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Gabriel disait l'autre jour qu'il n'a jamais vu un joueur aussi fort à cet âge-là dans toute sa carrière, dans toute sa vie. Donc bravo au jeune Max Darman qui demain retournera à l'école, bien sûr. Demain matin, il y a école demain matin. Mais ce soir a marqué l'histoire. Le pauvre, il rentre à quelle heure là? Non, mais ils ont joué tôt, donc il sera à la maison vers minuit et demi, 1h du matin. C'est dur quand même. Pas trop tard. Bon. Ouais, mais bon. Naples, Francfort. Polo, qu'est-ce que tu retiens de ce Naples-Francfort 0-0? Bon point pour Francfort. C'est extraordinaire de voir une équipe contemporaine allemande et son football théoriquement porté vers l'offensive, chercher un match nul à Naples.
C'était assez ridicule d'ailleurs parce qu'on voit qu'ils n'ont pas l'habitude. Le positionnement des joueurs sur le terrain était assez grotesque. On a eu un match du côté de Francfort qui venait chercher le point. Il n'y a rien eu offensivement et que c'était Knof qui aurait pu peut-être ouvrir le score. Mais je suis plus embêté par la prestation de Naples en fait qui est assez moyenne en fait. Donc c'est évidemment, et c'est ce qu'on retient en Allemagne, un point très très important compte tenu des équipes qui restent à affronter à Francfort. Pour Francfort en tout cas, ils ont récupéré entre guillemets le point perdu contre Liverpool. Tu dis quoi, Daniele de Naples? Tu confirmes ce que Oui, oui, tout à fait. Même si Conte, dans la conférence de presse après le match, il s'est plaint, mais d'une façon ironique, il a dit ils ont bien appris le football italien. C'est bizarre de voir une équipe allemande jouer comme ça. Mais après, c'est vrai que c'était intelligent parce que Naples, si on regarde, sans Lukaku, elle n'a pas beaucoup de possibilités de marquer des buts. Elle n'a pas beaucoup de manières, on va dire, de marquer des buts. Contre l'Inter, il y a quelques semaines, elle a gagné un super match, mais il y a eu 2 buts assez incroyables, assez difficiles à répéter, de Anguissa et McTominay. Ce soir, McTominay, il a eu la balle du match à la 82e minute, je crois. Mais il a mis au 5e étage du stade, quoi. Ça n'arrive pas toujours. Oui, ça peut arriver. C'est pas la finesse incarnée dans les dernières 20 mètres, ni McTominay, ni Anguissa, Højlund aussi, que Conte il a retrouvé. Il a trouvé un peu d'élan, quelque chose de brillant avec Elmas qui a joué dès la première minute. Et au moins, lui, il dribble, il fait quelque chose. Noah Lang aussi, quand il est rentré, il dribble. Mais on voit la difficulté d'une équipe italienne comme Naples, mais je pense que c'est une difficulté partagée par presque toutes les équipes italiennes, sauf l'Inter, à créer des occasions propres. Merci les gars, on se retrouve demain bien Daniel, sûr. juste pour, Gilbert, juste pour finir, parce qu'on a vu le but de la saison, Van de Ven avec Tottenham, si vous ne l'avez pas vu. Non, un but incroyable, 90 mètres, il récupère le ballon à l'entrée de sa surface, il court tout le terrain, il dribble 5 joueurs, il finit comme un numéro 9. But extraordinaire de Mickey Van de Ven, le prix Puskás sans aucun doute en fin de saison, c'est incroyable. Merci les gars, à demain. 2 infos pour conclure. Vous dire que demain, l'OM face à l'Atalanta, équipe de l'OM décimée. Pas de Weah, pas de Nadir, pas de Balerdi, pas de Medina, pas de Gouiri, pas de Kondogbia. Aguerd, on ne sait pas s'il pourra jouer ou pas. Ça se décidera à la dernière minute. Emerson est suspendu. Bref, ça va être une équipe un peu étrange demain soir. Et puis vous signalez également que ce soir, Eric Olatz, l'ex-mentor d'Antoine Griezmann, a été condamné à 6 ans de prison pour atteinte sexuelle sur mineur. Vous retrouvez les détails du procès sur